au niveau de la conférence, pour répondre à nos questions aujourd'hui, commençons tout de suite cette table ronde. Alors, nous avons le plaisir de recevoir Stanko Trifnovic, directeur adjoint de l'Arc Service. Bonjour Stanko. Bonjour à tous. Jean-Luc Gaucher, président de la compagnie des architectes de copropriété. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Et Fabien Gantois, vice-président de l'Ordre des architectes d'Île-de-France. Bonjour Fabien. Alors, bonjour, plus vice-président, élu pour l'instant. Voilà. Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà. Donc, on est en interélection. Vous êtes en interélection. Au niveau des architectes. Au niveau de l'ordre. OK. Alors, pour ouvrir cette table ronde, puisqu'on l'a préparée, quelques questions que je vous pose, et peut-être Stanko va commencer cette discussion. C'est l'usager était toujours au cœur des décisions. Faut-il privilégier le confort contre le patrimoine architectural? Et puis, première question pour Stanko, MaPrimeRénov', on en parlait tout à l'heure d'ailleurs, c'est pour qui? Alors, justement, aujourd'hui, le sujet traite des grands ensembles et des grandes copropriétés, et c'est effectivement la cible choix de MaPrimeRénov'. Et d'ailleurs, c'est problématique pour les autres copropriétés les plus petites, mais en fait, c'est peut-être les grands ensembles sont peut-être ceux qui sont les plus adaptés et les plus susceptibles à l'issue d'une campagne de travaux, atteindre les 35% de gains énergétiques qui sont la condition pour avoir des subventions. Oui, parce que finalement, sur les autres bâtiments, Stanko, c'est plus compliqué d'atteindre ces 35%? Oui, c'est-à-dire que il faut vraiment faire… c'est une prime qui encourage les travaux globaux, hein. Donc, on peut plus se contenter de faire juste l'isolation par extérieur ou juste les couvertures ou le refugeage ou autre. Il faut vraiment penser global et articuler tous les travaux dans l'objectif d'atteindre ces 35%. Et dans les copropriétés plus petites, c'est plus difficile. C'est vraiment, que ce soit pour des questions d'architecture, hein, on peut pas, parfois des bâtiments qui n'ont pas de pignon parce qu'ils sont adossés les uns aux autres ou autres. C'est dû à leurs caractéristiques physiques, c'est plus compliqué. Il y a aussi une injustice, qui est l'injustice qui touche les copropriétés qui ont déjà fait des travaux partiellement, qui ont déjà fait un effort, sans avoir droit à l'époque à la MaPrimeRénov' puisqu'elle n'existait pas, et qui maintenant se retrouvent à vouloir continuer leur effort vertueux et à ne pas pouvoir atteindre ces 35%. Donc voilà. Ah oui. Alors, quand on regarde les grands ensembles, finalement, on parle de rénovation des grands ensembles, Jean-Luc, sur les grands ensembles, ça concerne tout Paris, où est-ce qu'on trouve ces ensembles? Et finalement, cette question que je vous posais, qui était confort versus patrimoine, on voit la tentation qu'il peut y avoir de faire une rénovation un peu brutale et donc, du coup, de dévaloriser son bien. Oui, alors les grands ensembles, c'est pas uniquement Paris, c'est pas la région parisienne, c'est bon l'ensemble du pays comporte des grands ensembles. Il faut voir d'où viennent quand même les grands ensembles, juste un petit focus historique en deux mots. Après une période de reconstruction après-guerre, on s'est aperçu que le compte n'était pas là, qu'on avait reconstruit, mais on n'avait pas répondu au baby-boom et à toute la demande de logement qu'il y avait. Donc, dans les années 60-70, jusqu'un petit peu après le choc pétrolier de 75, on a édifié ce qu'on a appelé des grands ensembles. Les grands ensembles en copropriété, c'est souvent de la commande privée et ça a appelé des agences d'architecture qui avaient pour certaines pignon sur rue et qui ont construit un patrimoine, c'est-à-dire avec des éléments d'architecture particulièrement soignés, particulièrement décidés, avec également une composante de recherche sur l'industrialisation à grande échelle, hein. Donc, il y avait à la fois de l'architecture, à la fois de la recherche et du développement. Et aujourd'hui, lorsque l'on rénove ces grands ensembles, on rénove très souvent un patrimoine un petit peu critiqué facilement à une époque. On revient dessus, on redécouvre une architecture
Et le risque que l'on a à l'heure actuelle, c'est de travailler l'enveloppe, de rénover l'enveloppe en faisant fi de ce patrimoine qui, à mon sens et à notre sens, la compagnie des architectes de copropriété, doit être pris en compte au même titre que le confort, au même titre que les exigences énergétiques. Voilà, il faut prendre le patrimoine comme une composante essentielle de la réflexion. Ouais. Oui, le bilan, finalement, là pour Fabien, là, pour faire ce premier tour de table, Fabien Cartois, c'est le bilan n'est pas, il faut pas faire qu'un bilan énergétique, finalement. Il faut faire un bilan un peu plus global et prendre en compte ce patrimoine. Effectivement, comme le dit Jean-Luc, il y a la question du patrimoine des grands ensembles, surtout les années 60 et 70, à peu près jusqu'aux années 73, pour les derniers grands ensembles qui vont être construits, 73, 60, 77 à peu près. Mais on l'a vu, ce que je veux dire, c'est que avec le confinement, on a vu que pendant un an, en fait, pour l'ensemble des habitants, l'architecture était au banc d'essai. Donc, on a pu tester aussi toutes les qualités architecturales. Et quand on se rend compte de ça, évidemment, le patrimoine est extrêmement important, mais on se rend compte que l'approche sur les bâtiments, elle doit être globale. C'est-à-dire que ce n'est pas que l'énergie de l'hiver qui est perdue, c'est aussi la question du confort d'été. Quand on engage des travaux importants sur une propriété, c'est effectivement être capable de répondre au confort d'été, des surchauffes qui vont être évidemment de plus en plus importantes. C'est aussi être capable tout simplement de répondre à la question du vieillissement de la population. C'est être capable de répondre à des enjeux paysagers, c'est être capable de répondre aussi à des évolutions de mode de vie qui doivent être accompagnées par peut-être des nouveaux travaux dans les copropriétés. Donc on voit que là, l'approche énergétique, c'est un des angles, d'accord, par rapport au patrimoine, mais que finalement, il y a énormément de questions qui se posent sur l'évolution du bâti. Et engager des travaux, c'est une chance finalement de se reposer la question de ce bâti. Alors, par rapport à la question du patrimoine, évidemment, il y a l'importance de la conservation des grandes architectures extrêmement dessinées, et puis aussi la possibilité de réécrire aussi une nouvelle page de patrimoine. On est à une époque où on va de moins en moins construire, c'est sûr, et on va devoir de plus en plus réhabiliter. On sait qu'aujourd'hui, la rénovation du parc de logements en France, c'est environ 1% par an. En revanche, on doit aller très très vite en termes de stratégie bas carbone. Vous savez qu'on est stratégie bas carbone 2050, ce qui veut dire que ces travaux-là, ils vont engager finalement la création d'un nouveau patrimoine. Donc, il y a à la fois la conservation du patrimoine et à la fois aussi la création d'un nouveau patrimoine qui doit être durable. Et de fait, il est important que ces travaux soient dûment pensés, répondent à un programme qui soit bien étayé et que ce soit des travaux aussi qui soient pérennes avec des techniques qui permettent que les travaux engagés puissent durer plusieurs décennies. Oui. Au niveau des copropriétaires, finalement, Stanko, tu connais bien ce sujet parce que l'ARC, c'est quoi? C'est 15 000 copropriétés Oui, c'est 15 000 copropriétés qui sont inscrites donc, à notre association de défense des responsables de copropriété. Donc, concrètement, on défend les conseils syndicaux et on leur apporte assistance. Et dans le cadre de cette assistance, il y a souvent, enfin, on est sollicité pour des demandes d'informations, concernant le bâti. Et c'est vrai que en cette année de pandémie, on a eu plus de réflexions et de demandes d'informations autour de l'usage des espaces des parties communes. Donc, ça rejoint ce que disait Fabien. Les gens sont restés chez eux, ils se sont rendus compte, ils étaient confinés, les pauvres, n'est-ce pas? Mais ils se sont rendus compte aussi de ce qu'ils ont ouvert les yeux un peu plus sur leur environnement et sur leur espace de vie, quoi, finalement. Et donc, on a constaté plus de questions autour de l'usage des parties communes, du jardin, évidemment, de la clôture, enfin. Donc, voilà, c'est des conséquences du confinement. Oui. Est-ce que aujourd'hui, finalement, il pourrait y avoir la tentation, des fois, on en parlait à la préparation, on a des balcons filants sur un immeuble qui a été construit par comme vous dites, une signature, en tout cas, par un architecte, et des fois, on a la tentation de vouloir faire une isolation thermique par l'extérieur et puis tout recouvrir. Est-ce que les copropriétaires comprennent toujours ces enjeux? Oui, oui, en fait, nous, depuis que l'ITE s'est imposé un peu comme la solution universelle, enfin, bien malgré
beaucoup de réserves, on a tendance à, enfin, on explique aux copropriétaires qu'il faut mettre le haut là, on ne peut pas recouvrir, faire une boîte genre coffre donc le Picsou autour de leur bâtiment. Il faut que respecter les caractéristiques, il faut essayer de les interpréter. Et donc, évidemment, lors des projets de rénovation avec des enveloppes isolantes, c'est pas aux copropriétaires de proposer mais c'est plutôt au bureau d'études et surtout aux architectes, à la maîtrise d'œuvre. Et donc, c'est un des facteurs qu'on encourage. Une des choses qu'on conseille à nos adhérents, c'est lors de l'élaboration du projet, de dire à leur maître d'œuvre qu'ils sont ouverts à une interprétation par exemple, les mots des natures, les bandeaux, etc. Donc, à les respecter et ne pas simplement rajouter une couche et affadir ou épaissir le bâtiment, quoi. Oui, parce qu'il faudrait pas, Jean-Luc, qu'on fasse une rénovation, mais c'est aussi Fabien qui tient ce propos, hein, c'est qu'on fasse une rénovation, c'est ce que vous dites, et puis que dans 20, parce qu'on a oublié le confort d'été, que dans 20 ans ou 30 ans, il faille revenir dessus, parce que effectivement, c'est des budgets importants. On voit que c'est quoi? C'est 25 000 € hein, par logement. Quand on regarde la copropriété, à peu près, c'est en moyenne quand on fait une rénovation globale. Et donc, c'est compliqué dans 10 ans de dire, il faut remettre 10 000 € parce qu'on a oublié les personnes à mobilité réduite, parce qu'on a oublié le confort d'été, et donc ça sera compliqué d'y revenir, hein, Jean-Luc. Oui, tout ça part de toute façon d'un diagnostic global. Effectivement, lorsqu'on est sur des échelles de cette importance, on a des problématiques effectivement environnementales, énergétiques, mais on brasse des sommes relativement importantes. Et effectivement, on ne peut pas se permettre d'oublier des composantes d'accessibilité, si vous voulez, qui vont venir se surajouter. Alors, si vous mettez le paquet sur le domaine énergétique et puis après, vous revenez 5 ans ou 6 ans après ou 10 ans après en disant « Ah ben oui, mais il y a toute la problématique d'accessibilité, etc. », ça passe mal. Donc, c'est au moment du diagnostic qu'il faut voir tout ça, il faut brosser large. Et on milite, bien évidemment, nous, en tant qu'architectes, en quelque sorte généraliste du domaine bâti pour qu'on prenne un bon départ dans toutes les orientations qui sont données en copropriété, puisqu'on a un public quand même diffus avec différents niveaux d'information, c'est d'avoir en fait, dès le diagnostic, d'avoir un langage de vérité, mais également très pédagogique. Et le maître mot en copropriété pour la maîtrise d'œuvre, c'est la pédagogie. Oui. Pédagogie sur effectivement tout ce qu'il faut prendre en compte et savoir le restituer, et puis également toucher aux questions de confort avant de rentabilité. Vous savez, on a passé 10 ou 15 ans en parlant de rentabilité, en parlant de contrat de performance énergétique, etc. Les copropriétés n'ont pas adhéré à ça parce que le fin du fin, bien évidemment que l'argent compte, et ça compte au niveau macroéconomique, au niveau du pays, au niveau du portefeuille individuel, moins, mais par contre, ce qui compte beaucoup au niveau individuel, c'est le confort. Donc, pédagogie au niveau du confort et pédagogie également au niveau du patrimoine. C'est-à-dire, bien souvent, on se doit d'expliquer aux gens où ils habitent, quelle architecture ils habitent, qu'est-ce que c'est qu'un balcon, pourquoi le balcon est comme ça, pourquoi, si l'on ferme le balcon, on va gagner en confort, certes, mais on va peut-être perdre en signature architecturale. Or, la valeur d'un bien, elle est fonction d'un certain nombre de paramètres, dont le paramètre patrimonial. Oui, puis on voit avec le balcon, tous ceux qui avaient une balcon ou une terrasse quand ils ont été confinés, disons le confort que ça a apporté. Hein. Si on avait plus eu de balcon et que des logias, c'est pas pareil. C'est l'accès à l'extérieur, le balcon. Et donc, on voit l'importance aussi de ce sujet. Ah ben, absolument. Vous savez, il y a eu des textes extraordinaires sur l'utilité d'un balcon. Vous savez, même des peintres comme Manet ont fait des tableaux sur les balcons où ils représentent tout ce que c'est que l'intérêt du balcon. Vous pouvez voir l'espace public tout en étant protégé dans votre espace privé. Il y a tout un discours là-dessus. Mais au-delà de ça, si vous voulez, c'est vrai que c'est compliqué de dire à un copropriétaire, ah ben, écoutez, non, vous n'allez pas fermer votre balcon, vous n'allez pas en faire une loggia parce que le balcon crée des différences crée des altérités dans la façade et le balcon est intéressant. Le copropriétaire va vous dire oui, mais moi, je ferme, je suis chez moi, thermiquement, ça va dans le bon sens et finalement, ça me fait une pièce à vide supplémentaire. Vous voyez toute la discussion et elle est intéressante parce que c'est vrai d'un côté, mais c'est également vrai
la vérité de protéger le patrimoine, de le faire valoir, est également une composante essentielle. C'est une composante collective. Ça touche la ville. Ça touche pas que la copropriété. Ça touche la ville dans son ensemble. Qu'est-ce qu'on veut faire de notre milieu urbain? Si on veut faire de l'ITE sans réfléchir, à ce moment-là, on fait du Disneyland. Bon, vous voyez, c'est-à-dire qu'on n'a plus de matérialité, on n'a plus de matériaux, on a du polystyrène qui sonne le creux. Je ne suis pas fondamentalement contre, je ne suis pas un ayatollah, mais je pense qu'il faut que l'on revienne à des matérialités, à des choses vraies. On est dans une époque où on tend vers une autre manière de concevoir, plus écologique, etc. Donc, tout ça doit être débattu et c'est pour ça que la maîtrise d'œuvre, fondamentalement, doit avoir une grande compétence pédagogique. Oui, mais Fabien, en termes de matériaux, les industriels, je sais que c'est un sujet que vous appréciez, les industriels aujourd'hui, ils ont développé toutes des panoplies de matériaux effectivement qui sont écologiques, respectueux et finalement qui vont permettre d'envisager les travaux sur plusieurs décennies. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tout un panel de matériaux alors, écologiques, j'allais dire, entre guillemets, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de matériaux tels fibres de bois, ouate de cellulose, etc., qui peuvent tout à fait être déployés maintenant avec des garanties. Mais je rebondis sur ce que dit Jean-Luc. Je pense que le matériau, c'est le bon matériau au bon endroit. Et parfois, on peut évidemment, quand on a de la place, quand le patrimoine le permet, passer en isolation thermique par l'extérieur est tout à fait admissible dans une pérennité qui est tout à fait garantie, avoir une ITE avec un enduit ou mieux avec une vêture métallique ou en bois vraiment qui la protège. Mais parfois, il faut avoir à l'esprit que dans certains endroits, on va utiliser des matériaux qui ne sont pas forcément extrêmement écologiques, des super isolants, des choses comme ça, mais qui vont permettre de traiter des points singuliers, d'accord, sans détériorer la valeur patrimoniale. La valeur patrimoniale, c'est effectivement deux choses. C'est la valeur du patrimoine en tant que patrimoine culturel, ce qu'on partage tous quand on se promène dans la rue, on regarde un immeuble, on se dit « Ah, celui-là, il est joli, celui-là, il est moins joli ». Et ça, je pense que c'est le plaisir de tout un chacun, tous les flâneurs qui se promènent en ville. Et puis, il y a la question aussi du patrimoine vénal. Moi, je rejoins tout à fait Jean-Luc là-dessus. C'est extrêmement important de dire aux propriétaires que parfois, ce n'est pas parce que vous allez gagner 1 kW par mètre carré par an, hein, il ne faut pas forcément aller chercher ce kilowatt-là. Il va falloir plutôt, effectivement, garder un balcon, garder une bonne nature, garder une belle pâte de verre des grands encens des années 70, par exemple. Et puis, on va effectivement ne pas dégrader la valeur vénale tout en atteignant les objectifs thermiques, la stratégie nationale de carbone, par exemple. En tout cas, c'est donné aujourd'hui. Donc, l'approche matériaux, c'est une approche qui doit être extrêmement contextuelle. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on a tous besoin d'utiliser des matériaux biosourcés. Les matériaux biosourcés, c'est extrêmement intéressant. Ça apporte notamment un confort thermique d'été, parce que c'est ce qu'on appelle un déphasage extrêmement intéressant. En même temps, ce n'est pas forcément la martingale, parce que je dirais que moins de matériaux utilisés, mieux on se porte. Parce qu'aujourd'hui, produire des matériaux biosourcés, c'est aussi planter des plantations d'arbres, d'accord? En fait, on fait disparaître des forêts au bénéfice des plantations d'arbres. Donc, en fait, sur le principe du biosourcé, finalement, on va peut-être aussi parfois appauvrir des écosystèmes. Donc, le moins de matériaux possible, mais le mieux possible. Oui. Au niveau justement dans ce cadre de patrimoine, des fois on peut faire des travaux à l'intérieur de l'isolation, à l'intérieur des logements. Donc ça pose d'autres difficultés qui sont, il faut que les logements soient libres et accessibles. Oui, ça c'est vrai que l'isolation thermique intérieure, puisque les bâtiments d'avant 73 ne sont pas isolés. Hein, après la crise, effectivement, il y a un mini-isolant qui a été ajouté. Ça pose un souci. Parfois, dans le cas de patrimoine, c'est assez courant quand même sur des bâtiments qui ont des valeurs patrimoniales très remarquées. Mais je pense qu'il n'y a pas de petit patrimoine. Hein, ça, je pense que tous les architectes le partagent. C'est-à-dire que le patrimoine, vous savez, ce n'est pas un bâtiment versus un autre. La ville, c'est un ensemble. Et donc, on ne peut pas dire sur un îlot parisien, par exemple, ou d'une autre ville, tout d'un coup, il y a un bâtiment qu'on va pouvoir isoler. Non, la ville, c'est un ensemble, c'est un paysage partagé. Donc, parfois, il faut passer par l'intérieur. Passer par l'intérieur, c'est jamais très évident, parce qu'évidemment, il faut souvent vider le logement ou pour propriétaire. On a un petit problème de son, là, Fabien, qui
Je pense que c'est un problème de débit. Jean-Luc, là, pour compléter ce propos sur les travaux qui sont faits sur l'intérieur, dans l'intérieur des logements. Oui, alors on peut Est-ce qu'on être amené, est-ce en Oui, pardon. pardon, on arrive également à atteindre les 35% d'économie d'énergie? Il faut voir au cas par cas, il n'y a pas de règle en la matière. Il faut faire des bilans thermiques. Mais effectivement, on peut se poser la question sur certains immeubles s'il n'y a pas un intérêt à isoler par l'intérieur pour préserver une modénature remarquable, architecturale qui signe un immeuble. Là aussi, la grosse problématique, c'est que vous faites perdre des mètres carrés, des centimètres carrés qui s'ajoutant font des mètres carrés dans les intérieurs de logements. Là aussi, il faut voir quel est l'intérêt patrimonial qui vient à l'encontre. Enfin, voilà, il faut tout mettre sur la table. On perd des mètres carrés, on garde la signature d'un immeuble. Se posent les problèmes de ponts thermiques. On exacerbe les ponts thermiques aussi au niveau des dalles, au niveau de. Bon, voilà. Donc, il y a toute une étude à faire. Je crois qu'il ne faut pas avoir comme ça des religions toutes faites sur contre l'isolation extérieure, intérieure. Il faut tout mettre sur la table. Et je reviens sur mon propos de tout à l'heure. Il faut tout mettre sur la table dès le début, c'est-à-dire dès le diagnostic, pour que les gens ne soient pas surpris par ce qu'ils pourraient penser être un double langage, c'est-à-dire des choses qui interviennent après durant l'étude. Ouais. Donc, d'où l'importance capitale d'avoir un diagnostic qui brosse vraiment tout. Et un diagnostic en début d'affaire comme ça, c'est pas des cases à cocher, comme on le voit trop souvent. C'est vraiment une réflexion de fond qu'il faut partager avec les copropriétaires. Oui. Au niveau des diagnostics, Stanko, quand on regarde un projet de rénovation globale, finalement, c'est une course de longue haleine. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais en tout cas pour les copropriétaires, est-ce que tous les copropriétaires en sont bien conscients? Et puis il faut avoir ce leader énergétique qui va pouvoir ce groupe de copropriétaires qui vont tenir la durée pour accompagner ce projet. Oui. Oui, c'est sûr que c'est un marathon, hein, c'est pas un sprint. C'est-à-dire que la copropriété, enfin le conseil syndical, quand il se lance dans un projet de rénovation énergétique, il se lance sur une période qui dure au minimum 3 ans. Hein. C'est 3 ans et demi même, 4 ans même avec les travaux. Donc il faut tenir la route. Et ce qu'on constate, c'est qu'on se retrouve à la fin avec des conseillers syndicaux qui sont carrément devenus experts parce qu'ils sont obligés de suivre le process avec avec des allers-retours, avec des aléas qui arrivent, avec des mécontentements parfois, avec des surprises. Et tout ça, notamment avec les verrouillages des subventions, ça devient quelque chose d'assez lourd, quoi. Alors, ma prime rénov', maintenant, conditionne la subvention à la participation d'une assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire à un professionnel ou une équipe qui va assister justement le conseil syndical et enfin la copropriété dans la partie montage de la subvention, donc montage financier et tout ce qui est réglementaire, quoi. Donc c'est une bonne évolution. Oui. À l'ARC, finalement, vous êtes ce qu'on appelle AMO. Alors, on fait des AMO, mais c'est pas des AMO liés au DTG, hein, pardon, à ma prime rénov'. Hein. C'est des AMO ponctuels où on oriente les copropriétés qui sont parfois, enfin, les conseillers syndicaux sont parfois désemparés vu l'avalanche d'informations qu'ils doivent avaler. Et donc, parfois, on leur propose des missions d'AMO qui sont des missions très concrètes où on les conseille, on les oriente sur un problème donné. Dans le cadre de la rénovation de grands ensembles, c'est souvent les aider à monter le cahier des charges en vue du choix de l'équipe de maîtrise d'œuvre. C'est-à-dire que leur expliquer qu'est-ce qu'ils doivent attendre de l'équipe qui va suivre la rénovation. C'est souvent ce genre d'AMO que nous faisons.
Oui. Alors, quand on regarde la rénovation des grands ensembles aussi, on peut en discuter une minute. C'est quand on parlait de signature, mais c'est un sujet qui est intéressant parce que finalement, il n'y a pas que il y a la rénovation énergétique. On est face à une urgence climatique, hein, et donc on voit bien la difficulté qui est de dire, ok, il faut qu'on y aille, qu'on isole et qu'on fasse des efforts sur les dépenses énergétiques. Mais néanmoins, ces grands ensembles, des fois, ils ont une signature. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a une propriété intellectuelle? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire des choses sans informer l'architecte qui a construit ou ses ayants droit qui ont construit ce bâtiment? Alors, vous posez, Euh, c'est une question plus pour Fabien, peut-être. Fabien? Oui, vous êtes effectivement, vous savez qu'il y a un code de la propriété intellectuelle en France, et donc travailler sur un bâtiment existant dont l'architecte est identifié, il faut prendre contact avec l'architecte s'il est encore en exercice ou pas, ou évidemment s'il est encore vivant aussi. Et puis s'il est malheureusement décédé, enfin si il ou elle d'ailleurs est décédé, eh bien, il faut prendre contact avec ses ayants droit. Voilà. Alors, évidemment, au regard de ça, je pense que c'est une bonne négociation avec l'architecte ou les ayants droit. Il faut pas aussi avoir à l'esprit qu'il y a un intérêt général aujourd'hui à isoler les bâtiments et à intervenir dessus. Voilà. Il n'y a pas, fondamentalement, il n'y aurait pas d'opposition, évidemment, sauf sur certains bâtiments qui sont clairement identifiés comme patrimoine quasiment national, dans le sens où ce sont des bâtiments qui sont inscrits ou classés. Il y a aussi des bâtiments qui sont labellisés, hein, label patrimoine du XXe siècle, qui sont labellisés par le ministère de la Culture. Vous avez aussi des bâtiments qui sont identifiés par les plans locaux d'urbanisme des villes. Voilà, donc ça, c'est des systèmes de protection. Mais au-delà de ces systèmes de protection qui vont évidemment donner des prescriptions extrêmement importantes en termes de conservation, on sait tous que, et on le disait encore, il n'y a pas de petit patrimoine, il n'y a pas d'infrapatrimoine. Donc la négociation, elle se fait, j'allais dire, en bonne entente. Et il y a toujours des moyens d'action pour ne pas dégrader la valeur patrimoniale. Et puis souvent, vous savez, moi j'ai eu le cas, les architectes qui sont effectivement les auteurs ou les autrices de ces bâtiments-là, elles ne sont pas forcément assises coûte que coûte sur l'écriture du bâtiment. Elles ont bien compris que la ville, vous savez, c'est quelque chose qui évolue aussi. Et l'architecture, elle évolue. Si vous regardez les grands monuments français, ce sont souvent des ajouts siècle par siècle. Et donc aujourd'hui, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. C'est que ce patrimoine-là, il va rentrer dans une période d'évolution. Voilà. Ouais. Y a une petite remarque de Raphaël là, que je prends qui, dans le chat qui dit pour l'isolation thermique par l'intérieur, elle ne compte pas normalement dans les 35% d'économie d'énergie car l'ITI relève des travaux privatifs. Syndicat de copropriétaires ne peut donc pas décider de faire réaliser de tels travaux. Les 35% sont normalement comptés sur les travaux en partie commune et travaux d'intérêt collectif, menuiserie, occupation et occultation, pardon, menuiserie, occultation, régulation, comptage. Voilà, c'était une petite remarque. Effectivement, il fera retravailler sur les 35%. Alors, je vois Jean-Luc qui a un petit commentaire. Non, c'est vrai, c'est exact et c'est inexact. C'est exact que… Ah, il va falloir nous dire alors si c'est Non, exact ou inexact. Non, mais je veux dire qu'effectivement, on travaille dans des… Si on fait une ITI, on est dans un milieu privatif, bien évidemment. Hein, on va empiéter, on va travailler dans le domaine privatif qui est l'intérieur du logement. Donc, intrinsèquement, si vous améliorez, l'ITI va permettre d'améliorer la performance énergétique d'un immeuble. Donc, effectivement, on peut arriver à… Ça peut être pris en compte dans l'amélioration énergétique. Le problème, effectivement, c'est la capacité de la copropriété à imposer à tout un chacun la pose d'ITI dans des surfaces privatives. Et voilà, on peut envisager tout ce qu'on veut, etc. C'est très difficile. C'est déjà difficile de faire voter des travaux d'intérêt commun sur l'extérieur. Donc, vous pensez bien que d'arriver à mobiliser sur un grand ensemble avec plusieurs centaines de logements tout le monde vers une ITI, on n'y arrive pas. Donc après, effectivement, on se retrouve avec des cas particuliers qui ne peuvent pas entrer à ce moment-là dans les calculs d'amélioration énergétique des immeubles. Vous voyez, donc intrinsèquement, l'ITI peut très bien participer à l'amélioration énergétique d'un immeuble, mais dans les faits, on n'arrivera pas à la mettre en place à 100% dans les intérieurs des logements. Ouais. Pour complémenter, oui. Juste pour corriger, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que disait Raphaël, parce que dans son exemple, parce qu'il parlait de menuiserie, et justement, les menuiseries, généralement, sont considérées des parties privatives.
Donc, c'est des travaux privatifs d'intérêt collectif. Donc, et pourtant, ils rentrent dans le calcul de MaPrimeRénov'. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord avec… Oui, c'est pas parce que c'est privatif que ça ne va pas rentrer dans les calculs d'amélioration énergétique. Mais voyez, prenons l'exemple des fenêtres. Alors, dans un grand ensemble, c'est exacerbé. Fenêtres, éléments privatifs d'intérêt général, la copropriété a la possibilité juridiquement de voter pour le remplacement de toutes les fenêtres. Dans les faits, c'est extrêmement difficile et c'est quasiment le point crucial dans une rénovation énergétique d'un immeuble. La question des fenêtres est vraiment très, très difficile à solutionner. Je pense qu'il faudra qu'on arrive, et ça, je plaide depuis plusieurs années là-dessus, il faudra qu'on arrive à ce que les fenêtres soient considérées comme des parties communes pleines et entières dans les règlements de copropriété. Ouais. Est-ce qu'il y a une question de M. Ritz ou Mme Ritz qui dit où trouver la liste des travaux éligibles à MaPrimeRénov' copropriété pour atteindre les 35% d'économie d'énergie? Comment est calculé le pourcentage d'économie d'énergie? Faut-il mesurer? Bon, il y a beaucoup de questions là sur ce sujet-là. Alors, je vous rappelle qu'il y a une conférence spéciale le 24 après-midi avec l'ANA organisée par Planète Copropriété à 17h. Mais peut-être si on peut donner un petit éclairage, Stanko, là, quand vous avez ces questions-là à l'ARC, comment? Alors, nos adhérents, déjà, il faut être adhérent à l'ARC, mais dans notre guide vert, nous avons un chapitre là-dessus qui a été actualisé récemment dans la dernière édition. Mais sinon, je vous renvoie au site et au réseau FAIRE, donc FAIRE.fr, qui est un réseau gouvernemental qui sont les anciens points info énergie et qui peuvent vous renseigner directement là-dessus, sur le type de calcul, les codes couleurs, etc. Ouais. Une question de François qui dit utiliser des nouveaux matériaux écologiques est-il encouragé par les pouvoirs publics, aide financière directe aux copropriétés ou les filières de production? Finalement, est-ce qu'on pousse ces solutions entre guillemets écologiques, Fabien, par des aides particulières? Je ne pense pas qu'il y ait encore d'éco-conditionnalité sur les matériaux, mais je parle un peu sur le contrôle de Spanco là-dessus. Mais effectivement, ça, c'est quelque chose que promeut beaucoup les architectes. Mais au niveau communal, au niveau communal, excuse-moi, par exemple, la ville de Pantin, il me semble, oblige à avoir des matériaux, des isolants biosourcés, mais ce n'est pas pour autant qu'ils subventionnent. Hein. Ah oui. D'accord. Donc, il n'y a pas forcément d'aides qui sont conditionnées. Alors, on avait un petit sondage. Vous savez, c'est une nouveauté qu'on fait. Je parle Jean-Luc, Fabien et Stanko. Un petit sondage que je partage avec le public. Là, on est plus de 80. Je vais vous demander de répondre à ce sondage. Comme ça va nous permettre. Et puis, je vais partager les réponses avec vous et qu'on va faire en direct. Et puis, ça va nous permettre d'alimenter notre discussion. Voilà, je vais vous permettre aussi à vous, conférencier, de répondre. Vous avez 2 questions, hein, vous voyez, c'est hyper rapide. Et ça va nous permettre de savoir un peu mieux, finalement, les sujets qui vous intéressent. Allez, j'ouvre le vote. Et c'est un pop-up là qui se met. C'est une fenêtre qui se met sur votre écran. Il faut bien mettre en plein écran pour voir ce pop-up. Je vous laisse voter. Hein. Allez, 10 secondes pour voter. Vous avez 2 questions. J'ai un projet de rénovation énergétique en cours. Je souhaite avoir je souhaite avoir tout en savoir sur plus. Ah ben là, on ne voit pas toute la question. Sur quoi? Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Voilà. Allez, je mets fin au vote et je vous partage les résultats. Comme ça, vous les voyez tous ensemble. Alors, il y a 37% quand même du public qui a un projet de rénovation énergétique en cours. Hein. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas de projet en cours. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et puis, je souhaite en savoir plus sur les aides financières. Je vois que ça, effectivement, hein, peut-être on peut les commenter, Stanko. Oui, c'est le carburant principal. Enfin, la motivation, c'est essentiellement les aides financières. Hein. C'est-à-dire que il
je pense qu'au niveau de la population, il y a une sensibilisation au problème des ressources énergétiques, mais le fait qu'il y ait des aides financières, c'est vraiment fulcral. Donc, nous sommes, comme dans ce sondage, on est souvent interrogé là-dessus. Oui, alors, C'est ce qu'on revoit au niveau de nos adhérents. ce que je vois, c'est aussi, j'arrête le partage, c'est comment trouver des professionnels qualifiés. C'est pas la première contrainte. Est-ce que les entreprises, est-ce que les copropriétaires qui viennent vous voir, Jean-Luc et Fabien, ils viennent ils disent voilà, il faut trouver la bonne entreprise, ou c'est pas leur première question? Non, je pense que lorsque vous avez établi une confiance avec les copropriétaires après les diagnostics, après les études, quand se pose le choix de savoir quelles entreprises on va appeler pour répondre au cahier des charges qu'on aura élaboré, nous, très régulièrement, on partage les informations avec les copropriétaires. Vous pouvez avoir des copropriétaires qui vous disent « j'aimerais bien voir telle et telle entreprise appeler parce que j'ai des amis qui sont très contents, etc. » Charge ensuite à nous, effectivement, de vérifier les compétences de ces entreprises en fonction de ce qu'on leur demande de chiffrer. Oui. Bon, voilà. Alors après, bien évidemment qu'on va chercher à partir des qualifications, on va chercher les compétences ad hoc. Oui, Fabien, il y avait un complément? Oui, un petit problème de son. Je veux dire, c'est que ce n'est pas la première question, c'est effectivement pas l'entreprise. Après, il faut effectivement il faut visiter aussi des opérations qu'ont réalisées ces entreprises. Je pense qu'en termes de qualité, c'est extrêmement important de ne pas s'engager sur rien. Il faut demander des références et il faut aller voir effectivement ce qu'ils ont fait et poser des questions, savoir comment ça s'est passé. Aussi. Un chantier, vous savez, c'est toujours compliqué et un bon chantier, c'est là où on arrive à résoudre les problèmes. Donc, au niveau il y a une question de François, des chiffres sur valorisation financière des bâtiments rénovés. Est-ce que on peut dire qu'il y a une valorisation, ce qu'on appelle peut-être la valeur verte, on va en reparler, mais une valorisation évidente du bâtiment qui a été rénové dans un quartier par rapport à un bâtiment qui ne l'a pas été? Oui, il y a des études notariales qui ont été faites et qui sont régulièrement faites là-dessus. Donc, bon, je ne sais pas où on peut les trouver là précisément, mais où on assiste effectivement à une revalorisation du bien. C'est plus vrai en milieu périurbain, en banlieue, qu'à Paris, où le simple fait d'avoir une vue sur la Tour Eiffel, de toute façon, vous déconnecte de la valeur du bien de toute problématique énergétique. Mais oui, il y a une valorisation dans les zones périurbaines qui est assez évidente. Oui. Alors après, vous dire de combien, ça dépend bien évidemment des lieux. Et puis le Grand Paris qui est en aménagement aujourd'hui vient un peu bouleverser tout ça. Mais oui, il y a une revalorisation, je ne dirais pas automatique, mais certaine. Est-ce qu'on peut dire en guise de conclusion, là je vois le temps qui file, en guise de conclusion que bien sûr la rénovation énergétique, c'est le point élémentaire et indispensable de diminuer nos consommations et les gaz à effet de serre qui sont émis, mais il faut quand même tenir compte de la valorisation de ce patrimoine qu'on a créé, et puis aussi pour revenir sur vos propos, il faut tenir compte des autres travaux qui pourraient être faits, c'est-à-dire avoir une vue d'ensemble, aussi bien le confort d'été que les personnes à mobilité réduite, pour ne pas avoir à y revenir plus tard. Est-ce que c'est ça, Fabien, qu'on pourrait avoir comme conclusion? Oui, je pense qu'il faut effectivement avoir une vision élargie, j'allais dire programmatique, tout ce qu'on doit faire. Et ça, le diagnostic, on le répète toujours, il faut prendre le temps sur le diagnostic. Il ne faut pas foncer tête baissée, ça c'est extrêmement important. Il faut avoir une vision dans l'espace, savoir où les travaux vont être faits, et il faut avoir une vision dans le temps. C'est-à-dire qu'effectivement, mettre 25 000 €, voire un peu plus parfois, tout d'un coup, pour des copropriétaires, c'est une énorme somme. Et après, on peut aussi imaginer des plans de financement au fur et à mesure qui se font avec des priorisations de travaux. Et comme ça, on a une vision aussi à terme avec des vrais objectifs. Et c'est à mon avis comme ça qu'on est aussi capable d'embarquer une copropriété dans des travaux qui seront nécessairement importants. Jean-Luc?
Oui, je rejoins complètement ça. Je pense que d'une manière macroéconomique, il faut qu'on fasse baisser la facture énergétique du pays, mais on n'y arrivera pas uniquement, je disais ça tout à l'heure, en disant à l'individu lui-même, bon, ça fait gagner tant. Je pense que ce qui importe à l'individu, c'est le confort qu'on va lui donner. Et puis, là-dessus, nous, nos professionnels, notre responsabilité, c'est effectivement de préserver un patrimoine. Je dirais que, en fait, ce qui est passionnant dans ce métier de maîtrise d'œuvre dans la rénovation énergétique, c'est qu'on est amené à varianter. C'est comme une variante sur un morceau de musique, si vous voulez. Vous voyez, vous prenez un morceau de musique et vous allez faire une variante sur cette partition musicale avec des problématiques d'aujourd'hui. Donc, Stanko, donc, pour conclure ce dernier mot, je vais te le laisser. Donc, Oui, alors, moi, je retiendrai de cette table ronde ce qu'on avait, enfin, ce que Fabien et Jean-Luc avaient évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire la pédagogie qu'ont les maîtres d'œuvre vis-à-vis de leurs copropriétaires, enfin des copropriétés. Et nous, de notre part, c'est vraiment essentiel. Hein. Et nous, de notre part, à l'ARC, on restera toujours présent et on continue à encourager les conseillers syndicaux à faire pression sur les maîtres d'œuvre pour qu'ils communiquent plus et mieux avec leurs clients. oui, c'est ça, c'est la discussion que doit avoir le maître d'œuvre avec le copropriétaire. Et donc, c'est ce que vous disiez tous, hein, on est tous d'accord là-dessus, c'est le copropriétaire est au centre, le conseil syndical au centre de toutes les décisions. Il faut en prendre compte et ça, vous le faites bien à chaque fois. Voilà, donc on a terminé cette table ronde.